Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer, je crois. J'ai entendu un bip. Non? Ça me paraît bizarre. Voilà, je vais prendre ça ici. Donc ici, le nord magnétique qui est plus à gauche que le nord géographique. C'est-à-dire que le nord magnétique, il est au nord du Canada, le nord géographique, il est au nord-est du Groenland. Hein. C'est pas la même chose, il y a un gros écart. Combien il y a? Vous le connaissez ça? L'écart qu'il y a? Vous devez connaître par cœur. 16 degrés. Il y a 16 degrés. Alors, c'est une déclinaison négative ou ouest, vers la gauche, vers l'ouest. L'ouest est à gauche. Quand je regarde le nord, l'est est à droite, l'ouest est à gauche, le sud est dans le dos. D'accord? Donc, on a une déclinaison de 16 degrés ouest. Donc, si vous voulez aller au nord, avec votre boussole, il faut aller où? Si vous voulez aller au nord sur la carte. C'est-à-dire, si vous voulez que votre déplacement sur la carte aille vers le nord, ça veut dire que votre boussole, il faut que vous vous dirigez vers le nord magnétique. Alors, ouais, mais ta boussole, elle te montre le nord magnétique. Mais si tu vas vers le nord magnétique, tu ne vas pas vers le nord, tu vas vers le nord magnétique. Si tu veux aller vers le nord magnétique, il faut que tu règles ta boussole pour aller dans quelle direction? Gauche. Nord-ouest. Vous avez le nord magnétique qui n'est pas le même que le nord géographique. Le nord magnétique, il est à gauche du nord géographique. Vous êtes d'accord? Ah oui, 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 au nord, oui, ouais. oui. Regardez l'écran partagé, hein, j'ai affiché. Donc ici, c'est le nord magnétique. Je vais changer la couleur parce que rouge ici. Nord magnétique, il est là, il est à gauche. Et le nord géographique, il est ici. Entre ça et ça, il y a 16 degrés. OK? Donc, quand j'ai ma boussole, si je suis ma boussole et que je règle ma boussole pour aller vers le nord, je vais aller vers le nord magnétique. On est bien d'accord? C'est logique. Si je veux régler ma boussole pour aller vers le nord géographique, il faut que je la règle à 16. Il faut que je rajoute 16 du coup. Et voilà. Donc, vous réglez votre boussole à 16 degrés. Vous faites rentrer l'aiguille dans la maison. Vous connaissez ça? Oui. Ouais. Oui, ouais. Voilà, ouais. Donc, vous avez réglé votre boussole à 16 degrés. Et ensuite, vous faites rentrer l'aiguille du nord magnétique, parce qu'il n'y a que l'aiguille qui vous donnera le nord magnétique. Et vous la faites rentrer dans la maison, c'est-à-dire la flèche qui correspond au cadran que vous avez tourné. D'accord? Quand l'aiguille est rentrée dans la maison, vous allez vers le nord, géographique, donc à 16 degrés magnétique, plus 16. Ouais, ça le fait? Ouais. Alors, en fait, votre problème, c'est que si vous utilisez la boussole, vous allez soit utiliser le nord magnétique, soit vous êtes sur la carte et vous utilisez le nord géographique. Et il faut être capable de passer de l'un à l'autre. OK? Alors, moi, j'ai un moyen mémotechnique. Parce que autrement, c'est compliqué, hein, je m'en sors pas. Si je suis sur un bateau, je prends ma boussole, je vais dehors et je regarde, il y a un phare, il y a quelque chose. Je regarde le phare dans quelle direction il est. Je mesure quelque chose qui est magnétique. D'accord? Je suis dehors, je suis en haut, je suis sur le pont. Ça marche? Je descends et je vais sur la table à cartes. Et je veux savoir, en géographique, qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, sur ma carte, je ne vais pas dessiner le nord magnétique, je vais dessiner en géographique. OK? Donc, comme je veux passer du magnétique au géographique, il faut que je fasse quoi? Eh bien, là, on enlève, là. Au lieu d'ajouter, là, on enlève. Alors, j'ai relevé un cap magnétique et je veux qu'il devienne géographique. Donc, j'ai 300, par exemple, au lieu de 365, on va mettre 350. D'accord? J'ai relevé quelque chose qui est au 350, magnétiquement. Ce soit 350 moins 16. Moins 16, mais comme c'est négatif la déclinaison, il faut rajouter. Ah, ouais. Plus 16. Mais voilà. Pour passer du magnétique au géographique, donc pour passer de la flèche de gauche à la flèche de droite, en fait, c'est moins 16. Donc, ça devient voilà. plus. D'accord. Magnétique voilà. Moins 16. OK. D'accord. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de jongler par rapport à ça. Hein? Être capable de faire 2-3 exercices par rapport à ça. Oui. 16 degrés, c'est pour la France, c'est ça? Ou non, les degrés, c'est les degrés qui sont par rapport au nord. D'accord.
L'est, c'est 90 degrés, le sud, c'est 180, l'ouest, c'est 270, et le nord, c'est 360 ou 0. Ça revient au même. Ok. OK. Là, j'ai une boussole qui est réglée à 15 degrés. Vous la voyez, la boussole? Ouais? Oui. D'accord. Ici, j'ai réglé sur 15 degrés ou 16. Alors, attendez, je vais voir si je peux peut-être mettre un peu plus. J'enlève l'aiguille parce que pour le moment, elle ne sert à rien. Voilà. Alors, 16 degrés, là, je suis à 20. Voilà, là, je suis à peu près à 16 degrés. Vous voyez, ça fait un gros angle entre le nord géographique et le nord magnétique. On est d'accord? Ça fait un angle qui est important. Sur le terrain, ce que vous allez faire, c'est votre aiguille, vous allez la faire rentrer dans la maison. Et pour ça, il faudra que vous tourniez sur vous-même jusqu'à ce que l'aiguille rentre dans la maison. Quand je dis l'aiguille rentre dans la maison, c'est qu'elle rentre dans les petits traits du cadran. Ça marche? Donc là, avec une boussole qui est réglée comme ça, je vais aller en direction du nord géographique. OK? Ça marche? Donc, si la déclinaison est négative, voilà, faire rentrer dans l'aiguille dans la maison en tournant ensemble carte boussole. Ça marche? Alors, une question. Ouais. La déclinaison de 16 degrés, Oui. est-ce qu'elle est valable dans toutes les régions qui veut dire que l'on soit plus au nord, en fait, dans les îles du Nord, enfin, de l'hémisphère Alors, nord ou oui, sur l'hémisphère l'arc des sud? Antilles, ça Est-ce bouge qu'il est pas. Ouais, sur l'arc des Antilles, c'est 16 degrés, terminé. D'accord? sur l'arc des 15 Antilles? degrés. Ok. Tu retiens 15 degrés, c'est bon. Par contre, en métropole, je te dis, entre quand j'ai appris à utiliser des cartes et des boussoles, que j'étais gamin, et maintenant, ça a varié de 7 degrés. C'est-à-dire que le nord magnétique, il est en train de se déplacer très, très vite. D'accord? Et même, Ok. il pense très sérieusement que dans quelques dizaines de milliers d'années, même dans quelques milliers d'années, c'est assez rapide, les pôles vont s'inverser. Le nord va passer au sud au niveau magnétique. D'accord? Ça marche? Donc, sur votre carte, quand vous achetez une carte Et- papier, sur votre carte, sur le côté, il y a la déclinaison magnétique avec l'année de la déclinaison. Et il y a une petite indication disant que chaque année, ça va se décaler un tout petit peu dans telle direction. Donc, si vous prenez des vieilles cartes de métropole qui ont 30 ans, c'est marqué 7 degrés positif. Ben, c'était à l'est. Hein. Et donc, ça se décale de 0,5 degrés tous les ans. Donc, en 15 ans, 20 ans, et ben, hop, c'est venu à 0. OK? Donc c'est compliqué, enfin sur la carte. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Internet et puis ça vous affiche la déclinaison magnétique pour chaque endroit. Hein, vous tapez dans Google et mon ami, vous tapez déclinaison magnétique, votre emplacement et vous avez la déclinaison automatiquement. Si vous faites des voyages, ça vous permettra de savoir exactement. Ça marche? Ouais, c'est bon. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on. Alors, les stratégies d'utilisation de la boussole. Alors, elle vous sert à quoi la boussole? Parce qu'en fait, vous avez déjà un téléphone qui fait GPS. Vous avez tous un téléphone qui fait GPS? Oui, oui, oui. Qui Ouais. fait GPS, qui fait boussole aussi. Alors, sur votre téléphone, quand vous achetez un téléphone, faites attention qu'il y a un capteur magnétique. Ils ont quasiment tous. La puce qui fait GPS dans votre téléphone, globalement, il n'y a plus de téléphones qui sont équipés avec des puces qui ne font pas les satellites soviétiques, les GLONASS. Donc vous avez de toute façon les satellites américains et les satellites GLONASS. Par contre, le système européen n'est pas toujours intégré et capté par toutes les puces GPS de tous les téléphones. Par contre, le surcoût qui est nécessaire pour avoir une puce qui va être compatible avec tous les réseaux satellites, je ne suis pas certain que ça vaille le coup. Parce que si vous avez les satellites américains et les satellites soviétiques, les satellites russes, ça suffit largement pour avoir une bonne précision. À 2-3 mètres, vous êtes positionné. Hein? D'accord? Donc, de toute façon, votre téléphone, la puce GPS, elle va être précise, sauf si vous êtes vraiment au fin fond d'une ravine où des fois vous allez perdre le signal. Dans la forêt, ça passe. Il y a 15 ans, ça passait pas. Il y a 10 à 15 ans, les GPS ne captaient pas la position dans la forêt.
Depuis 7-8 ans, même des téléphones de premier prix pas cher, ils arrivent à capter la position. On est allé en Guyane, j'ai jamais perdu la position en GPS. Des fois, j'avais 50 mètres de problème de précision, mais on savait où on était, quoi. Ok. J'ai des copains qui étaient partis en expédition en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il y a des arbres monstrueux et tout. Ils étaient en expé, ils avaient un truc à trouver bien précis après 5 ou 6 jours de marche dans la forêt. Ils sortaient les tronçonneuses, ils coupaient, ils faisaient une clairière, ils prenaient un ballon, ils le remplissaient avec de l'hélium et ils faisaient monter le ballon avec un GPS pour avoir la position. Ça, c'était il y a 20 ans, quoi. Il y a 25 ans. Maintenant, on n'est plus là. Maintenant, les GPS, ils captent même sous la forêt, ils arrivent à capter à peu près. Donc la boussole, elle va, je vous provoque un petit peu, mais si votre téléphone il a une puce qui capte le champ magnétique, vous savez qu'il faut le calibrer. Vous l'avez déjà fait, ça? Prenez votre téléphone et puis vous faites comme ça, là. Vous l'avez jamais fait, ça? Donc à un moment, dans votre logiciel, il va falloir calibrer votre boussole. Il faut la calibrer régulièrement, même quasiment avant chaque randonnée. Hein. Si vous savez que vous avez de l'orientation à faire, calibrez votre boussole à chaque fois. Donc, vous accédez à la fonction de calibrage qui correspond au logiciel que vous utilisez. Et ensuite, il faudra que votre téléphone, vous le fassiez faire des 8 pour qu'il soit positionné dans tous les sens. En fait, vous le remuez, vous faites des tours dans tous les sens. Et au bout d'un moment, la précision du téléphone en termes de capacité à capter le champ magnétique va être améliorée. OK, il sera calibré. Si vous ne l'avez jamais fait, vous le faites. Vous apprenez à le faire. OK. Vous cherchez dans les menus de votre application, vous trouverez. OK. Donc, la boussole, elle va servir à quoi? Elle va vous servir à mesurer. Alors, elle va vous servir aussi, peut-être, si vous êtes un peu largué, à orienter votre carte et votre téléphone aussi. Parce que parfois, on sait où on est, mais on ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Vous avez votre téléphone, il y a la carte qui s'affiche, le petit point qui dit où vous êtes. Donc, en fait, vous n'êtes pas perdu, mais vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller. Parce que vous êtes dans la forêt, c'est tout plat, et puis vous savez plus où est le nord, quoi. Et donc, des fois, on est obligé de sortir la boussole. Hein, je vous le dis, hein, des fois, la précision de la boussole du téléphone qui oriente la carte du téléphone n'est pas suffisante. Vous avez tous utilisé un téléphone avec une carte qui s'affiche sur le téléphone et la fonction GPS. Et vous savez qu'il y a plusieurs manières d'afficher votre itinéraire. Soit vous gardez toujours le nord au sommet de l'écran. Donc, c'est comme si c'était une carte, en fait. Et dans ce cas, avec votre boussole, vous pouvez positionner le nord et orienter votre téléphone pour qu'il soit bien positionné. C'est pas mal. C'est une assez bonne solution. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de... Si à un moment, vous êtes un peu largué sur un endroit qui est plat et tout, ça vous permettra de savoir exactement où vous en êtes. En général, le téléphone, vous enregistrez votre trace, donc vous avez le trait de ce que vous avez déjà fait. Ça vous dit ce qui est derrière vous et dans l'axe où vous allez. Okay. Il y a une petite flèche qui vous indique la direction de votre dernier déplacement. Alors, si vous vous arrêtez, des fois, la petite flèche, elle tourne dans tous les sens. Et c'est pas top. D'accord? C'est pas toujours facile. Il y a une deuxième manière de procéder, c'est si votre téléphone a une puce qui permet de capter le champ magnétique terrestre, c'est que vous activez le positionnement de la carte par rapport au nord magnétique. Dans ce cas, vous prenez votre téléphone, vous le faites tourner, et la carte va tourner en même temps, c'est-à-dire elle va rester toujours orientée face au nord magnétique. Donc, elle va se positionner comme il faut. Dans votre logiciel, il faudra rentrer la déclinaison. Certains logiciels n'intègrent pas la déclinaison automatiquement. Le système de plus 15, moins 15, ils ne le font pas. Donc, peut-être que si ce n'est pas juste, il faudra que vous le fassiez. Ça, il faut le faire chez vous, devant chez vous, sur le parking. Hein. Autrement, c'est pas dans la forêt que vous allez le faire. Donc, ça veut dire que vous vous entraînez avant. La boussole, elle va vous servir à quoi? Elle va principalement en forêt ou en randonnée avec peu de visibilité à mesurer des azimuts, des lignes directrices. D'accord? Ces lignes directrices, globalement, vous allez devoir pouvoir les identifier sur la carte et sur le terrain. Et c'est là que vous allez confronter les deux. Alors, il faut essayer de prendre des exemples. Je vais vous donner des exemples de lignes directrices. Voilà. Allez, on va dire qu'on est ici, dans le Zion, dans la forêt. Et on est en train de suivre cette rivière. Vous arrivez à voir sur l'écran? Ouais, oui. C'est bon? Ok. Donc, je suis en train de suivre cette rivière. Alors, je vais faire une capture d'écran, ça sera bien. Comme ça, je peux dessiner dessus. Ok. Donc, ma ligne directrice, je suis en train d'aller vers le nord parce que je descends la rivière. Voilà, on va y arriver. Donc, je suis en train d'aller vers le nord ici.
Ça marche? On est bien d'accord? Donc ma direction, la direction que je suis, le cap que je suis, c'est le nord géographique. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, si je mesure, on est dans un endroit, je vois bien, je vois la rivière sur 50-100 mètres, je prends ma boussole et je vais mesurer l'axe, la direction de la rivière. D'accord? Ça va m'afficher quoi? Ce nord géographique, donc je passe de la carte et je monte 360. sur le pont, ben, ça va m'afficher, 360 moins 15. t'es sûr? Non. Ben, je suis à 15 degrés magnétique. J'ai mon nord magnétique qui est ici. D'accord? J'exagère, hein? Et là, j'ai mon nord géographique. Ma boussole, elle va me dire que mon cap, c'est 15 degrés. D'accord? Donc, si je mesure avec ma boussole, je pars de la boussole et je vais vers le terrain, et bien, en fait, la boussole va m'indiquer 15 degrés. Donc, il faudra que j'enlève 15 degrés pour savoir quel est mon cap sur la carte. OK? Et donc, je vais me retrouver avec 360 qui est le nord. En fait, c'est vrai, je vais dans la direction du nord. Donc, Donc, excuse-moi, Jean-Marie. oui. Donc, c'est très simple. Quand on prend avec la carte, quand on va sur le terrain, on rajoute 15 degrés. Par contre, 15. Par Ouais. contre, quand on est sur le terrain et on veut retourner sur la carte, Voilà. on doit On enlève. Voilà. Ouais. OK. En fait, moi, mon moyen mémotechnique, c'est je suis dans un bateau, je suis sur la carte, je suis en bas. La carte, elle est en bas, elle est au sol. D'accord? Vous l'avez en bas et vous montez avec la boussole. Donc, vous rajoutez. Donc, si vous voulez passer de la carte à la boussole, vous rajoutez. Si vous voulez passer de la boussole à la carte, vous enlevez. Non, c'est le contraire. Oh putain, je suis fort, moi. Là, c'est bien, je me mélange les pinceaux. Donc, en fait, il faut rajouter. Il y a 15 degrés d'écart, il faut rajouter. D'accord? OK? Donc, cette boussole, elle va me servir. À un moment, la rivière, elle va tourner. D'accord? Et donc, je vais refaire cette mesure avec la boussole. Et là, je vais obtenir quoi? Ici, c'est l'ouest, c'est 270 degrés. 4 et TOC, c'est les moyens mémotechniques que tu as? Pendant le probatoire, Mhm. pendant la formation probatoire, c'était un moyen mémotechnique qu'un des formateurs nous avait donné. Voilà. Alors, vas-y, dis-moi le moyen parce que je ne connaissais pas. TOC. Ouais. Donc, on fait la lecture de la carte. Donc, pour la reporter sur le terrain, on ajoute la déclinaison pour avoir la valeur sur le terrain. Et dans le cas contraire, quand on prend la mesure sur le terrain, pour la rapporter sur la carte, on lote. Donc, on enlève. D'accord. Mais comme la déclinaison est négative, quand on l'ajoute, ça la fait moins. On est d'accord? Et quand on note, on fait moins, ça fait plus. D'accord? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est d'accord? Bon, allez. Ici, la rivière, elle va au 270. Si je fais la mesure avec ma boussole, je vais trouver combien? Donc, je passe de la carte vers le terrain. Mais 285. Alors, en fait, je fais moins. Je pars de la carte. D'accord? Je fais moins, donc j'ajoute. Oui, oui. 285. On est d'accord? Et si je mesure, bien sûr, avec la boussole, je mesure 285. Pour passer à l'azimut terrain, je fais 285 moins. D'accord? Et donc, je vais arriver, alors ça fait plus-moins en fait, et je vais arriver à 270, l'ouest. 15 degrés, c'est important de ne pas se tromper, quoi. Donc, faut. OK? Donc, on a des lignes directrices qui sont, par exemple, la direction d'une rivière. On va pouvoir mesurer cette ligne directrice sur le terrain et ensuite voir si ça correspond sur la carte. Ça va dire, par exemple, quand ma rivière elle tourne à gauche
et que je peux mesurer que je vais vers l'ouest, carte, je sais que je suis ici. Ça me permet de faire le point. Parce que cette rivière, il y a un endroit où elle va à l'ouest. Ah, mais peut-être que je suis ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir, si je m'étais trompé sur le fait d'être ici, mais là j'allais vers le nord, je vais vers l'ouest, et j'allais vers le nord pendant longtemps. Donc je sais que. Et puis après, vous pouvez vous aider aussi. J'étais à 650 mètres d'altitude, plus ou moins 20-30 mètres. Ça peut aider, on peut essayer de se caser par rapport à plusieurs choses. D'accord? Les lignes directrices, c'est un bon moyen de se repérer pour savoir où on est sur le terrain. OK? Cette crête ici, elle est orientée environ à 45 degrés vers l'est. Sur votre boussole, quand vous êtes sur la crête, si vous mesurez la direction que vous suivez, si vous allez vers le nord-est, c'est-à-dire si vous descendez la crête, ça va être combien? Je passe de la carte à 45 vers le terrain. Ça va être 60. C'est-à-dire que je suis sur le terrain, je mesure la direction de cette crête quand je descends. Je vais dans la direction 60 magnétique. Azimut 60 magnétique. Et donc, si je veux voir à quoi ça correspond, je sais que c'est une crête qui est à peu près orientée à 45 degrés. 45 degrés, c'est cet angle-là, hein, ici. OK? Donc, ça va vous permettre de lever le doute. Alors, si le GPS est assez précis, vous n'avez pas trop de doute, en fait, ça vous confirme les choses et tout, vous n'avez plus grand-chose à faire. Hein, en termes de navigation, quand on a un GPS qui fonctionne bien, il n'y a plus qu'à orienter le téléphone dans le bon sens et ce genre de choses ne sert pas trop, en fait. Mais 4 et TOC, pourquoi pas? Le seul problème, c'est que nous, comme on a une déclinaison négative, c'est du moins, ça fait plus, c'est un petit peu compliqué. En orientation, on utilise les points d'inflexion. C'est-à-dire quand c'est tout plat, on a du mal à avoir des repères. Les points d'inflexion, c'est là, je vous ai donné un exemple, c'est le changement de direction de la rivière. OK? Ici, par exemple, on pourrait imaginer cette crête-là, il y a un point d'inflexion où la crête va tourner à droite, il ne faut pas se tromper ici. D'accord? Si je suis en train de descendre cette crête, à un moment, elle va tourner à droite de 20-30 degrés. Et ici, c'est le mauvais itinéraire. Si je veux suivre le chemin, ça va tourner à droite. Et donc, si mon altimètre me dit que je suis vers 850, que la crête se met à tourner à droite et à descendre bien raide, j'ai plusieurs points d'inflexion qui me donnent des informations. D'accord? J'ai le fait que la crête, il y a un virage au niveau de la crête, qui n'est pas facile à identifier d'ailleurs. D'accord? Sur le terrain. Et puis, ça devient plus raide, ça tourne à droite de 20-30 degrés. D'accord? Si sur le terrain, il y a une trace, ce qui n'est pas toujours le cas, la trace doit tourner à droite aussi. OK? Si je suis en train de descendre ici, si la trace elle est vraiment bien dessinée, ici, il y aura quand même un point d'inflexion qui va être visible. Hein? C'est pas gagné, ça. D'autres points caractéristiques. Dites-moi des exemples de points caractéristiques identifiables sur le terrain et qui permettent de lever le doute si on ne sait pas trop où on est. Allez, donnez-moi des exemples. Là, je vous ai dit la direction d'une crête, la direction d'une rivière. Des trucs classiques. Ou d'un talweg. Les parallèles qu'on voit sur la carte, les traits noirs, là? Alors, les traits noirs, ils sont où? Je ne les vois pas. Il n'y a pas de traits sur la carte. Sur ton téléphone, tu n'as pas les traits, en général. Il n'y a rien. Le sens des écritures? Ouais, le sens des écritures. Mais ça, c'est pas un point caractéristique sur le terrain. Ouais. Alors, le sens des écritures, les points de sommet? Ouais, les points de sommet. Un sommet. Quand on est sur le terrain, est-ce qu'on arrive facilement à identifier un sommet? En général, oui. Pas toujours, parce que des fois, il faut chercher un petit peu. Parce que là, par exemple, ce sommet, si vous êtes sur le terrain, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ou est-ce que c'est là? Pas toujours évident. D'accord? Donc, tant que vous avez qu'à suivre la crête, c'est pas trop important. Mais le sommet, c'est quelque chose qui est un événement marquant qui vous permet de savoir où vous êtes. D'accord?
soit sur un itinéraire, on arrive à un endroit comme ici, il y a marqué 1007 là. C'est quoi? Ça s'appelle comment cet endroit? Ici. Un col. Un col, d'accord? Alors celui-là, il n'est pas très marqué. Mais bon, c'est un endroit où je suis la crête, ça descend. À un moment, c'est plat. À droite et à gauche, il y a deux talwegs qui sont pas toujours faciles à identifier sur le terrain. Et si je continue, ça va monter. En fait, un col, c'est un endroit où ça monte dans deux directions, où ça descend dans deux autres directions. D'accord? Donc, c'est clair que quand ça descend et que je me mets à remonter, il y a des chances pour que je sois ici. D'accord? Par contre, il y a des endroits où il y a des micro-reliefs qui font que vous croyez que vous êtes à un col. Et donc, il faut vraiment une validation. C'est-à-dire que là, tant que j'ai pas fait 10 mètres de dénivelé en montée, d'accord, le micro-relief qui fait 3 mètres, il y a une petite montée et tout, il n'est pas marqué sur la carte. Hein. Donc, confondez pas. C'est important de ne pas confondre parce que, par exemple, si je veux partir dans cette ravine, ok, il faut vraiment que je parte au sud-ouest en partant du col. Sinon, je vais rater cette ravine. Je ne vais pas prendre la bonne ravine. Hein, ici. Et je vais risquer de partir sur celle-là, par exemple. Donc, il faut vraiment, des fois, c'est pas très marqué. Sommet et col sont pas toujours très, très marqués. Parfois, il y a des sommets, vous avez l'impression de passer à un sommet, mais il n'est pas très marqué. Ici aussi, je prends, vous voyez là où je fais circuler la souris, il peut y avoir des ravines, 5 ou 6 ravines sur tout cet espace-là. D'accord? Et regardez où le cartographe a tracé cette ravine. À mon avis, c'est pas là la ravine, elle est plutôt là. Enfin, c'est pas évident, hein. Ok? Ici, on a une crête, une deuxième crête, celle-là, elle doit être bien marquée, d'accord? Mais pour savoir cette ravine où elle est exactement, je pense que ça a été tracé un peu au pif hein, par le cartographe. Parce que c'est sous les arbres, c'est caché, il n'y a rien de visible en fait. Ok? Donc, tenez compte aussi des difficultés qu'a pu avoir le cartographe pour tracer la carte. C'est pas toujours évident. Parce que ça a été rajouté plus ou moins manuellement. Donc, les lignes directrices. Alors, les points d'affection, ça peut être aussi des changements d'inclinaison. Cette crête, à un moment, elle devient plus raide. Donc, les changements d'inclinaison sont des repères sur le terrain qui sont très intéressants. Alors, je vais essayer de vous en trouver d'autres. Voilà, on est sur des choses qui sont très raides. Il faut que ce soit des endroits où on puisse circuler. Pas facile à trouver un endroit où il y a un changement d'inclinaison. Bon, bah ici, hein, là, ça devient plus raide. Ici, c'est de plus en plus raide. Et là, il y a un endroit où ça devient vraiment très raide. Ici, ça redevient plus plat. Donc, des changements d'inclinaison d'une ligne directrice, ou d'une rivière, ou d'une crête, ou d'un chemin. Le chemin, c'est une ligne directrice, s'il est marqué sur le terrain. Quand le chemin tourne à gauche, vous savez où vous êtes. Si ce chemin va dans une ligne directrice et puis que d'un seul coup il tourne à gauche et que c'est marqué sur la carte, quand vous arrivez au moment où ça tourne à gauche, vous faites encore 30 mètres pour confirmer que c'est vraiment ça, que c'est pas un petit virage à gauche de rien du tout, et puis c'est bon, quoi. Vous y êtes. OK? Vous avez compris le principe de ligne directrice? Ouais, ça va à peu près? Donc, pour les utiliser, alors il y a d'autres lignes directrices qui sont marquées sur la carte, qu'on trouve sur le terrain, mais elles sont dures à voir sur le terrain. Je prends un exemple. Alors, je suis dans le Zion et on est en train de suivre la courbe de niveau et puis d'aller par là-bas. Et je vais essayer de descendre le long de cette ravine parce que je pense que c'est ce qui va être le moins casse-gueule. D'accord? Donc, je suis ici, je suis la courbe de niveau. Et ma ligne directrice, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la tangente à la courbe de niveau. Par exemple, si je m'aperçois, je vais vous faire une capture d'écran. J'ai un problème, c'est que je clique et ça n'affiche pas. Alors, non, spécial ça tient. Voilà, je fais une capture d'écran ici. Donc je suis en train de contourner ici et je vais mesurer à un moment la tangente à la courbe de niveau. Alors une tangente, vous comprenez ce que c'est, hein? C'est-à-dire que si on imagine qu'on est à ski, on a les skis qui sont horizontaux. Et donc la courbe de niveau, elle va dans cette direction-là. Si je mesure que la direction de la courbe de niveau est dans cet axe-là, ça veut dire que je suis ici. Donc ça me donne ma position. Vous comprenez le truc?
On part d'ici, on est en train de cheminer, on avance, et on se balade le long de cette courbe de niveau. Donc on ne monte pas, on ne descend pas. C'est pas facile, hein. Mais on suit horizontalement le tour du morne à liane. D'accord? Parce qu'on veut aller capter cette ravine-là. Et à un moment, je m'aperçois que mon itinéraire m'amène vers l'ouest. D'accord? Et ça veut dire que je suis ici. À un moment, mon itinéraire va m'envoyer vers le sud-ouest. Ça veut dire que je suis dans le secteur ici. OK? À un moment, si je suis toujours, je suis vers le sud. Ça veut dire que je suis arrivé ici. Donc je suis allé trop loin, j'ai raté la ravine. Il faut que je revienne. D'accord? La tangente à la courbe de niveau, en fait, on utilise une ligne directrice qui est quelque chose d'abstrait qu'on va essayer d'évaluer par la direction dans laquelle je vais si je ne monte pas, si je ne descends pas. Je suis horizontal. OK? Très, très précieux. En métropole, sur une pente qui est un peu unie, bon, c'est sûr que quand on est en raquette, par exemple, avec la neige ou à ski, c'est indispensable de savoir faire ça quand il y a du brouillard. Sinon, on est complètement paumé. Hein, on a beaucoup de mal. Oui, Jean-Sébastien? Oui, en faisant cette technique-là, il faut qu'on utilise l'altimètre. Alors, en fait, à partir du moment où tu sais à quelle altitude tu es au départ, si tu ne montes pas, tu ne descends pas, grosso modo, tu vas te retrouver à peu près à la même altitude. Et je vous ai dit que les altimètres, ici, ils donnaient, la carte indique l'altitude du sommet des arbres. Donc, comptez votre position pour passer de la carte au terrain, il y a 15 mètres d'écart. OK? Si mon altimètre me donne, on va donner un exemple. On va donner un exemple qui est dans une pente, ça serait bien. On va essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Il y a 15 à 20 mètres d'écart, hein, sans trop de problème. Voilà, si je suis ici à 553, d'accord? Eh bien, en fait, c'est 553, c'est l'altitude du sommet des arbres. Donc, mon altimètre, il va donner 530 ou 535. Si vous avez un altimètre qui est bien réglé. OK? Voilà. Ça, c'est quand il y a de la forêt. Quand il n'y a pas de forêt, c'est bon. Et puis dans quelques années, il n'y aura plus ça parce que toutes les cartes, elles auront été étalonnées par rapport au sol parce qu'ils auront fait passer des lidars, des avions qui vont prendre l'altitude exacte du sol. Mais pour le moment, aux Antilles, les cartes, elles sont comme ça. Il y a 20 mètres d'écart entre l'altitude qui est sur la carte et la réelle altitude sur le terrain. Des fois, c'est un petit peu perturbant. Ça peut gêner un petit peu hein, parce que des fois, on a besoin d'un peu de précision. Alors, je reviens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, ligne directrice, utilisation, ça permet de savoir quand on va arriver à un endroit. Tangente à la courbe de niveau, on va en parler. Boussole d'azimut de ligne directrice. Donc ça, vous avez compris. Vous pouvez, pour lever des doutes, si vous n'êtes pas certain, pour confirmer, prendre à la boussole, mesurer l'orientation de la crête que vous êtes en train de suivre, l'orientation du chemin que vous êtes en train de suivre, l'orientation de la ravine que vous êtes en train de suivre. D'accord ? Et vérifier si c'est compatible avec la carte. OK. Et c'est vrai que ça sert plus tellement à partir du moment où on a un petit point qui dit où on est, quoi. Et puis où le GPS vous dit j'ai une précision de 5 mètres, quoi. À ce niveau-là, c'est plus trop utile, ça sert plus à grand chose. Alors, on continue. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre chose encore. Les pentes, évaluation et mise en couleur sur logiciel. Alors ça, c'est assez difficile d'évaluer et de voir en 3 dimensions quand on regarde la carte. Je pense que vous comprenez tous que ici, il ne faut pas faire de la rando. On est bien d'accord? Ici, là où je fais tourner ma souris. Là, c'est trop raide. Hein, d'accord? Ici, ça serait bien... Moi, je parie que si on n'a pas de corde, ça va être chaud patate pour passer. Si je suis cette arête. Là. Ici, ça ira, mais ici, ça va être chaud. Il y a 3 courbes de niveau qui sont très proches. Là, on va avoir potentiellement un endroit où ça va être vraiment de la désescalade, quoi. Ok? C'est tout con, hein? Jusqu'au 765, ici, là, ça va. Mais de 765 au sommet, là, c'est chaud. Ça passera pas. Faut pas le faire. Alors, si on le fait, on sait que on part dans quelque chose qui est scabreux. Ok? Et ça, il faut que vous soyez capable de l'identifier. Alors ça, par contre, vous êtes obligé de le lire sur la carte parce que vous allez préparer votre rando. Et vous êtes obligé d'anticiper. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'avez pas le GPS qui vous dit où vous êtes. Vous êtes en train de préparer votre rando à la maison.
Et ben, il faut que vous soyez capable de deviner si ça passe ou si ça passe pas. Donc la lecture de carte fine, elle est encore nécessaire, même si on a un GPS. Okay, si vous avez prévu un itinéraire où ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, quoi. Je vais vous mettre à un endroit que je connais bien, qui est en Guadeloupe. Hop, comme ça on change d'île là, de temps en temps. Ici, je dois y être. Là, j'ai pas une bonne bande passante, hein, du coup. Ouais, j'en profite pour vous dire, les cartes, quand vous utilisez Géoportail, vous avez la carte topographique IGN. Et ici, vous avez d'autres plans de cartes qui sont possibles. Alors, je vais voir tous les fonds de cartes. Actuellement, quand vous allez dans un magasin et que vous achetez une carte IGN, ça vous affiche la carte IGN classique. Alors, c'est même pas la classique. Aussi, c'est celle-là. D'accord? Qu'est-ce que vous allez acheter? Je dis pas de conneries. Imitation, plan IGN, carte topographique. Ouais, c'est celle-là. Alors, comment ça fonctionne? Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir la Guadeloupe. Voilà, ça y est, c'est ça. Alors, quand vous préparez vos randos, prenez la carte topographique IGN, qui vous donnera des informations qui seront plus détaillées, plus précises. OK? Donc, dans les fonds de carte, c'est pas carte IGN classique, c'est carte topographique. Voilà, je la mets ici. Alors, la différence, alors ça dépend des endroits, mais il y a des endroits où c'est carrément une énorme différence. La topographique est plus précise. D'accord? Je trouve que les cartes papier qu'on achète actuellement, on a perdu plein d'informations. Il manque plein de choses qui sont sur la carte topographique. Donc, préparez vos randos en comparant, mais prenez la carte topographique. Ça, c'est important. OK? Donc, le fond de carte, maintenant, il est gratuit depuis l'an dernier. Il est gratuit. C'est-à-dire que les créateurs de logiciels, quand ils vous font payer le téléchargement et tout, globalement, ils vous font payer un truc qui est gratuit, en fait. D'accord? Vous payez le logiciel, en fait. Hein, et le service qu'ils ont fait en développant le logiciel. Mais la carte en elle-même, les fonds de carte, maintenant, on peut les télécharger gratuitement. Ils ont changé le statut juridique de la carte. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'afficher la raideur du terrain. Alors, plus de données, on l'a pas ici. Hein. Sur la carte, sur Géoportail, on l'a pas. Je vais basculer sur CityTribe parce que beaucoup d'applications le font. Alors, en données, non, je vais aller me connecter. Connecter utilisateur, ça va le faire. Alors, sur le téléphone, ça fonctionne bien. On va voir, je vais faire randonnée, JP Borel, tableau de bord, créer une randonnée. Je bascule dans l'éditeur de cartes. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez choisir quelle carte vous allez afficher. Excusez-moi, il faut que j'avance sur la Guadeloupe. Un petit peu pénible, ça. Voilà, je me mets sur la Guadeloupe. Un endroit où il y a plein de choses à voir. Et ici, le choix de carte. Vous pouvez choisir de mettre en valeur la raideur des pentes. J'espère qu'il y est. Sur le téléphone, je l'ai, mais je dois l'avoir ici. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé, ça, parmi vous? La couche qui permet la mise en valeur des couches additionnelles. En relief. Ah non, ça y est pas. J'hallucine. Alors ça, c'est pas mal, ça. Avant, j'utilisais ça et ils l'ont enlevé.
Je suis un peu embêté, je ne peux plus vous le montrer parce que j'utilisais ça pour simplifier. Non. Alors, fond de carte, anticipé, géoportail. Carte des pentes. Je suis un peu perturbé parce que d'habitude, je trouve tout de suite. Voilà, vous avez les raiders qui sont affichés. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, mais c'est pas mal, mais sauf que d'habitude, j'affiche aussi, ça vient en surimpression de la carte. En fait, sur ce titre, il y a une fonctionnalité qui a été créée il n'y a pas longtemps, c'est les couches additionnelles. Est-ce que ça se trouve pas dans ça? Ben non, mais d'habitude, je l'affiche sans problème dans les couches additionnelles. Là, je suis un Non, peu embêté parce que jusqu'à présent, j'avais pas de problème. pas sur Géoportail, sur ce titre. Mais sur City Tray, j'ai pas la couche additionnelle, j'arrive pas à la trouver. Ben, quand tu cliques à gauche là, de ta carte, à droite de ta carte, Ouais. ouais, enfin, quand tu fais la carte, le choix des cartes là, ben, voilà, tu as la couche additionnelle. Ah, ils ont changé l'interface. La carte. Voilà. Super. Bon, je suis désolé. Alors, ça, c'est assez pratique, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise pour évaluer les raiders. Alors, la couche additionnelle, après, il faut jouer sur sa transparence, hein. OK. Donc là, ça va vous indiquer les endroits où c'est plus raide, où c'est très raide. D'accord? Alors, ça fait des petites simulations. C'est très utile en métropole pour les problématiques d'avalanche. Et vous pouvez considérer que tous les endroits où il y a du rouge, il faudrait peut-être mieux pas y aller en rando, quoi. D'accord? Ok. Quand vous préparez votre rando, si vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture des courbes de niveau, vous pouvez afficher cette couche additionnelle et vous dire que globalement, tous les endroits qui sont en rouge vont poser des problèmes. Ok? Alors, je vous donne un exemple. Un endroit où on va régulièrement, moi quand je fais des randos de plusieurs jours, c'est que je fais passer les stagiaires ici. Non, on va mettre ici. On monte à côté de la ravine ici qui s'appelle la ravine Tonton. Et donc on monte le long de cette crête ici. Et ça passe. Donc c'est un exemple typique que, en fait, il y a moyen quand même de passer, mais c'est quand même très raide, quoi. Donc si je regarde les courbes de niveau, j'arrive pas à avoir plus de détails, mais ici, c'est limite, c'est raide, mais ça passe. D'accord? Donc c'est pour vous donner un indicateur. Donc ici, je sais qu'il y a des chances pour que ça passe. Mais faites quand même gaffe quand ça devient très rouge, quoi. Là, il y a des chances pour que ça passe pas. Ok, on est sorti avec les stagiaires, on est passé il y a l'an dernier, on était passé ici. J'aimerais bien que ça s'affiche. Voilà. On est remonté ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Et là, il a fallu sortir 3 ou 4 fois la corde. C'était limite de l'escalade. D'accord? Alors, l'idée, c'était d'aller voir un peu les limites de ce qui est faisable. D'accord? Et donc, on n'est plus tout à fait dans de la rando parce qu'il y a plusieurs endroits, 3 fois, où il a fallu mettre une corde et pour être sûr que les gens ne se cassent pas la figure. Il n'y avait rien de très grave, mais on n'était plus franchement dans l'itinéraire d'une rando normale, quoi. D'accord? C'est des passages très très raides. Il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, on est monté ici. Attendez, il faut que je retrouve. Je me repère. Voilà, 3 crêtes, c'est ici. Voilà. On a réussi à rejoindre ici, là, en montant, en passant par. On est passé par ici, 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 et on est remonté là. Donc on a zigzagué dans les endroits les moins raides, mais ici, il y avait un endroit qui était très raide. Il a fallu sortir la corde une fois ici.
Vous voyez, vous imaginez qu'on peut imaginer de zigzaguer dans les falaises ici et de se balader, mais c'est pas évident. En fait, on était passé par là, par là, par là. Là, il y a une vieille habitation qui est d'esclaves, je pense, ancienne. Il y avait des traces qui étaient intéressantes qu'il faudrait aller réexplorer. Donc voilà, cette couche additionnelle qui correspond à un calcul mathématique, tout simplement, il y a un algorithme qui vous donne la raideur des pentes. C'est quelque chose qui peut vous aider à préparer vos randos. Donc n'hésitez pas à afficher ça si votre logiciel le permet. D'accord? Je ne trouvais plus la couche additionnelle et sa transparence. Hein. Sur votre téléphone, n'hésitez pas à télécharger cette couche si elle est disponible dans votre logiciel. Du coup, elle s'appelle comment la couche? Alors la couche, c'est la carte des pentes, en fait. La couche carte de pente. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent, en fait. C'est bon, il y a des programmeurs qui ont fait un algorithme et qui a permis. C'était surtout dans le cadre de projets. C'est mon beau-frère qui a été l'inspirateur de cette histoire-là. Il a écrit des bouquins, il a mis en place un système pour identifier la dangerosité des pentes et notamment la capacité que peuvent avoir les gens à prévoir, anticiper les avalanches. Et en métropole, c'est clair que si on a des endroits rouges, c'est des endroits où on va déclencher des avalanches. Donc, il ne faut pas y aller. D'accord? Comme les gens, on a remarqué quand même qu'en moyenne, les gens qui ne savent pas très bien lire les cartes, donc ça leur permet d'anticiper leur randonnée en évitant les endroits un peu techniques, un peu dangereux. OK? Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous aidera, je pense, assez bien à fonctionner. Alors, évaluation et mise en couleur sur le logiciel, c'est fait. L'histoire profil, on peut afficher les profils, notamment par exemple si je fais un tracé et que j'affiche une randonnée, vous savez que quand vous affichez votre randonnée, vous avez le profil de la randonnée qui s'affiche. D'accord? Et vous pouvez aussi afficher sur Géoportail, on doit pouvoir le faire. Hop, visualisation cartographique. Si je vais dans les outils, annoter la carte, afficher, mesure, profil altimétrique, ici. Si je trace un trait, donc je veux aller d'ici à là, par exemple d'ici à là, voilà, et ça va me fabriquer mon profil altimétrique. C'est-à-dire si j'essaye de suivre ce trait, eh ben, je vais avoir ce type de profil. Ça marche? Vous arrivez à voir? Donc ça, c'est un outil qui peut vous aider à savoir ce que vous êtes en train de faire, quoi. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée de passer par là. Il va falloir trouver un autre itinéraire. Donc c'est des fonctionnalités que vous pouvez utiliser. D'accord, et ça vous donne même la 122%, 130%, donc je suis à 50 degrés, donc c'est très raide là. D'accord? 100% en randonnée, en forêt, ça peut le faire. Plus, faut pas trop jouer, quoi. OK? 100%, ça veut dire 45 degrés. Ça, c'est en randonnée. En montagne, 45 degrés, ça commence à être de l'alpinisme. Hein. D'accord? Ça commence à devenir très raide. Donc, c'est un moyen pour vous de savoir un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à utiliser ces outils, en fait. Ça marche, si vous ne les connaissiez pas, c'est bien. Et puis quand vous préparez, vous cliquez pour votre randonnée, après vous regardez un peu votre profil et vous avez aussi le profil qui va être établi. Hein, si je fais l'édition d'une randonnée, vous savez très bien que ça vous affiche le profil automatiquement de votre randonnée, ça fait partie des fonctionnalités. Je voudrais vous parler de l'erreur volontaire. Alors, l'erreur volontaire, c'est important de connaître ce concept-là. Je vais vous donner un exemple qui correspond par exemple au probatoire blanc que vous avez fait. Et sur une balise qui a posé des problèmes à certains, qui était une balise qui était située ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, que je ne dise pas de conneries, bassin paradis, crête à bambou, tac, 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 ici. Voilà. Donc en fait, il fallait qu'on vous mette des balises un peu dans le Zion. Et j'avais demandé, alors là, je vais faire une capture d'écran pour vous montrer le concept de l'erreur volontaire. Ici, hop. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Certains y ont passé du temps, il paraît. Hein, C'était pour le probatoire? ouais, c'est pour le probatoire blanc. Ah, le blanc, ouais. Ok. Alors, je vais faire un stylet un peu plus épais. On va mettre un On a tout stylet bloqué, là, ouais. pointe ronde, pointe large, en pointe ronde. Ok, voilà. Donc, la balise, en fait, alors sur le terrain, je sais qu'il y a une petite cascade. Et donc, j'avais demandé à ce qu'elle soit positionnée ici.
Et j'avais dit, il faudrait qu'on la mette en rive droite. Sachant que là, la ravine, elle descend dans ce sens-là. On est d'accord, hein? OK. Vous aviez un énorme point. Alors, les distances sont très faibles, c'est 50 mètres, quoi. C'est-à-dire que c'était à 40 mètres de la route. Donc, pas compliqué à trouver, 40 mètres de la route, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était une balise, on va dire, de niveau 2. Elle était facile dans le sens où elle était sur une ligne directrice qui est une petite ravine avec un ruisseau qui est pérenne. Donc, quand il y a de l'eau qui coule, ça coule tout le temps là-bas, c'est sûr. D'accord? Elle était très proche d'un point d'attaque qui est très caractéristique. C'est une épingle à cheveux sur une route goudronnée. Donc ça, on pourrait dire que c'est votre point d'attaque. Elle était dans le Zion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemin qui amenait, donc ça compliquait un tout petit peu. Alors, pour trouver cette balise, comment on fait? La stratégie la plus simple, c'est de se mettre ici, de partir vers le nord, de descendre dans la ravine jusqu'à arriver dans la ravine, et de remonter en suivant la ravine. On marche dans l'eau, on marche à côté, quoi. Et si vous êtes en rive droite de la ravine, donc si vous avez la rivière à main droite quand vous remontez, vous allez tomber sur la balise. Comme elle était au bord, vous tapez le nez dedans, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas être à plus de 3 mètres de la balise. Il y a 30 mètres à faire, 30 mètres à faire, le retour, si vous êtes un peu sportif, vous courez dans le Zion direction sud, vous finirez bien par trouver la route, c'est pas un problème. Mais pour trouver la balise, l'idéal, c'est de faire une erreur volontaire. Parce qu'imaginez que vous partez d'ici et que vous allez chercher la rivière. Alors, vous savez pas trop si vous êtes parti dans cette direction, vous trouvez la rivière, est-ce que je pars à droite ou est-ce que je pars à gauche? D'accord? La bonne stratégie, c'est de dire, je vais partir au nord, ça c'est sûr, et je suis sûr que je vais arriver trop bas. Comme ça, je suis sûr de m'être trompé trop bas. Alors, l'eau arrivée dans la taille, tu n'es pas obligé d'aller dans l'eau, on peut marcher au bord de la rivière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de... Comme c'était en rive droite, pas besoin de traverser la rivière aussi, il n'y avait pas de problème de dangerosité. Du coup, Okay. toi, c'est toi qui as passé cette balise-là? Non, c'est pas moi qui l'ai placée, mais elle a été placée en rive droite au bord de la rivière. Alors, parce que arrivé à l'épingle, hein, on est deux à pouvoir attester. Ouais. À l'épingle, ça passait pas, on se cassait la gueule. Hein. Alors, je sais pas, sur la carte, c'est pas marqué, mais franchement, on était obligé de remonter au niveau du pont pour redescendre, mais à l'épingle, ça passait pas. On a fait 3 mètres, dans le Zion, et puis après, ça descendait à pic. Il y avait la cascade, effectivement. On a dit, bon, ben, c'est pas grave. Hein. On est remonté sur non, mais la cascade, elle fait 5-6 mètres. Elle fait 5-6 mètres, la petite cascade. Donc, tu passes à droite et tu descends. Non, la végétation était beaucoup trop dense pour passer. Ah ouais, non, moi, j'y suis passé, là. Je l'ai fait, hein, ça, hein, c'est sûr. Parce que il y a 7 ans, j'avais mis une course d'orientation où j'avais mis une balise à cet endroit-là. Hein, donc, ça passe, hein, j'y étais allé. C'est-à-dire, de l'épingle, j'étais descendu, c'est sûr. Bah, si ça passe pas tout droit, tu vas un peu à droite, tu descends. Mais de toute façon, tu sais que tu as fait une erreur volontaire pour être trop bas. Alors après, tu es d'accord, je suis d'accord, c'est que tu peux partir du pont et descendre. D'accord? Sauf que, en fait, vous arriviez d'en bas, donc ça veut dire que tu vas jusqu'au pont. Donc c'est long, hein? Enfin, c'est pas long, mais mine de rien, ça prend des secondes et des minutes. Ensuite du pont, tu suis la rivière sur assez long, d'accord? Parce que là, tu as 200 mètres à faire le long de la rivière, ça prend du temps. Il faudra faire le retour, ça fait 400 mètres. 400 mètres dans une rivière, c'est une demi-heure. Alors vous avez une balise qui est à 30 mètres de la route, c'est pas compliqué, quoi. D'accord? Donc l'idée, c'était de pas faire ça, justement, de pas aller marcher au bord d'une rivière, faire quelque chose de long. OK? Donc le point d'attaque le plus proche, il était à 30 mètres, mais ici, ça passe, je l'ai fait, quoi. C'est pas de l'escalade, quoi. Je veux dire, il y a 10 mètres de dénivelé. Tu passes à côté, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, mais tu te débrouilles pour descendre, quoi. D'accord? Quand vous arrivez là, vous trouvez votre balise. Elle n'était pas difficile, cette balise. Hein, il y avait une falaise sur la droite. Quand tu étais au fond là-bas? Non, en haut de l'épingle à cheveux, là, il y avait une falaise sur la droite. Là, il y avait une falaise, là. Il y avait une falaise, il fallait longer sur la gauche, en fait. Eh ben, tu la longes et tu vas jusqu'à la rivière, ça passe. J'y suis passé, j'ai rien trouvé de dangereux et tout. Voilà, donc je sais que ça le fait, hein, d'accord. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'escalade pour sortir de la route. C'est un petit peu raide, il faut s'accrocher un peu, d'accord? On est bien d'accord, hein, pour sortir de la route, elle a été creusée, la route, là, donc il faut sortir un petit peu de la route. OK?
Non, mais c'est l'exemple typique de je fais une erreur volontaire pour ensuite je sais que je vais aller à gauche. Si j'essaye de l'épingle aller directement vers la balise, quand je vais arriver à la rivière, je ne sais pas si je suis à droite, si je suis à gauche. Donc je suis obligé de faire une erreur volontaire pour la trouver. Vous comprenez cette technique de l'erreur volontaire? Il faut avoir la volonté de faire l'erreur, surtout. Déjà, il faut y penser. C'est la volonté de faire l'erreur. Hein? Parce qu'il y, Alors, il y en a beaucoup qui ont refusé de faire l'erreur. Il n'y en a qu'un seul qui a fait l'erreur, machin, c'est Lévi. Sinon, tous les autres, tout le monde a refusé. alors justement, pour cette balise-là, oui. Donc, elle n'était pas sur la rive droite, mais sur la rive gauche. Donc, du coup, moi qui suis arrivé sur la rive droite, j'ai dû traverser la rivière pour aller la prendre. Tu es obligé d'aller de l'autre côté. Alors là, par contre, c'est une erreur au niveau de la pose. C'est Xavier qui l'a pas posé en rive droite. Voilà. Alors, une autre chose, pour ressortir, j'ai fait exactement ce que vous avez dit. Ouais. Et en fait, pour gagner le chemin qui était à 30 mètres, le problème, c'est que pour descendre sur la route, il y avait une falaise d'environ 8 mètres, je pense. D'environ 8 mètres. Donc, c'était pas possible de descendre par là. Il fallait obligatoirement remonter. Ouais, mais dans ce cas, tu reviens par le chemin que tu as pris pour y aller. Puis tu fais le retour. Là, tu connais après. OK. Ouais, mais en fait, sur la corde, sur la lecture de corde, c'est pas. En fait, la petite falaise de 8 mètres là, bon, on peut pas la descendre, mais elle n'est pas visible en faisant la lecture de corde, en fait. Mais au niveau de l'épingle ici, il y a moyen de. Je l'ai fait, ça passe sans trop de problèmes. Il n'y a pas 10 mètres d'escalade, c'est pas vrai. Après, non, par là, oui, je l'ai fait, mais tout à l'heure, vous avez mis une flèche qui, en fait, la direction de la flèche, en fait, emmenait directement sur une falaise. Ça passe pas. Ouais, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu sais qu'il faut que tu ailles vers le nord. Si tu es bloqué parce qu'il y a un endroit qui est un peu raide, bah, tu fais un petit détour. D'accord? Mais ton détour, vaut mieux, voilà, il faut pas que ça te casse l'erreur volontaire. Elle doit être importante, l'erreur volontaire. C'est bon, tu comprends le principe? Oui. Ouais, donc, en fait, tu nous montres cette C4 parce que franchement, on est resté au moins 15 minutes à tourner avec Ludo. Ouais, mais bon, il n'y a pas de raison, même si elle a été placée de l'autre côté de la ravine, ce qui est embêtant parce que ça vous a obligé à passer dans l'eau. Cette ravine, c'est quand même pas 4 mètres cubes, hein. Voilà, ça se traverse, hein. Il n'y avait pas de risque particulier. Hein, quand on regarde le bassin versant, il faut vraiment qu'il y ait de très grosses pluies pour qu'elle soit dangereuse. J'ai jamais vu vraiment cru. Hein. L'eau arrivait quand même à la taille. Ce jour-là, l'eau arrivait quand même à la taille. Ah ouais. Oui, en fait, c'est ce que Xavier a expliqué. La cascade, c'était. Voilà, en fait, Xavier a expliqué qu'il avait posé, le jour où il a posé la balise, en fait, il n'y avait pas autant d'eau. Ouais. Il n'y avait pas autant d'eau. Parce que je suis monté sur une souche d'arbre qui était dans l'eau, qui s'est fragilisée. Thérèse était là aussi. Voilà. Je te dis, il y a quelqu'un de plus court que nous qui passait. Ça passait pas trop, quoi. D'accord, mais je suis en train de mesurer la surface du bassin versant. Et bon, la tante, elle doit mis le couteau dans la plaie pour nous. Voilà. Parce qu'on s'est énervé ce jour-là. Nous avons tous raté l'examen blanc par rapport à cette balise. Alors, il y a 1 km², un peu moins d'1 km² de bassin versant. D'accord? Et donc, c'est un endroit où c'est sympa de bivouaquer, l'eau elle est propre, quoi. D'accord? Quand il pleut beaucoup, c'est pas une rivière qui est dangereuse à traverser. Alors, ça traverse peut-être pas à tous les endroits, mais on trouve toujours un endroit où on peut sauter d'un rocher à l'autre et puis passer sans souci. C'est pas une rivière où, franchement, il faudrait vraiment qu'il y ait un déluge absolu pour qu'elle pose un problème de sécurité. C'est pour ça que j'avais demandé à ce qu'il y ait une balise soit mise ici, parce que techniquement, c'était quasiment impossible qu'elle soit dangereuse. Ou alors, ça veut dire que la météo était tellement monstrueuse que de toute façon, vous n'auriez pas fait le préboiteur blanc. D'accord? OK? Bon, après, c'est sûr que, voilà, hein, il y a peut-être des endroits, si vous allez au fond d'une vasque, vous allez avoir de l'eau jusqu'au cou. Mais bon, ça, c'est normal. Hein. Voilà. Ça fait 0,8 km². J'avais mesuré hein, avant de demander ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver un autre exemple d'erreur volontaire? Si on a besoin de trouver un col, alors j'essaie de trouver des trucs un peu plus loin, où il y a besoin de faire une erreur volontaire. Au niveau de l'étang zombie, par exemple. Quelque chose qui est pas marqué. Un peu compliqué de trouver sur cette carte comme ça au pif. Oui, enfin, si vous voulez aller au point 485 ici, et que vous êtes sur la route, même chose, il faudra faire une erreur volontaire.
D'accord? Parce que vous arrivez ici, à un point, là, il y a un virage au niveau de la route. Si vous partez directement, il y a peu de chances que vous arriviez pile dessus. Vous allez arriver soit à droite, soit à gauche. Donc le mieux, c'est de partir trop à droite, par exemple en direction de l'est. Quand on arrive à la crête, on tourne à gauche et on va au sommet. D'accord? L'erreur volontaire, ça sert très très souvent en fait. C'est-à-dire que je dois aller quelque part, j'ai beaucoup de chances de me tromper dans le cap suffisamment pour aller trop à droite, trop à gauche, et donc je pars trop à droite ou trop à gauche exprès pour arriver à une ligne directrice, et ensuite je vais sur mon point caractéristique. Vous avez compris la théorie, le principe de l'erreur volontaire? On l'utilise très très souvent, ça. Ouais. Ok, ça c'est vraiment un truc d'orientation qui fonctionne très très bien. Moi, l'orientation dans le brouillard à ski, ça m'est arrivé l'hiver, alors dans des conditions difficiles, parce qu'en général, c'est du style janvier-février, il y a du vent, il fait très froid, si on fait la moindre erreur d'orientation, on ne peut pas passer la nuit parce qu'il va y avoir des morts dans le groupe, hein, les gens vont geler, donc c'est des moments qui sont chauds quand même. Il y a du vent, ça gêne pour la lecture de cartes, tout ça, et l'erreur volontaire, c'est vraiment typique de ce qu'on fait, hein, de ce que je faisais régulièrement quand j'étais avec un groupe. Hein. On fait exprès de se tromper pour ensuite rattraper le truc parce qu'on arrive sur un point qui est une ligne d'arrêt ou une ligne caractéristique qui est bien. Un point d'arrêt ou une ligne d'arrêt, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer ce que c'est qu'une ligne d'arrêt ou un point d'arrêt? Bah, c'est un point qu'on se met virtuellement pour pas aller au-delà de ce point. Voilà, ok. Donc là, en fait, bon là l'exemple de ici, la ligne d'arrêt, en fait, c'est si ça se met à monter, j'ai traversé la rivière, ça se met à monter, bah, c'est ma ligne d'arrêt, quoi. D'accord? Je sais pas où je vais chercher un sommet et ça se met à descendre. Donc j'ai quelque chose qui m'arrête parce que je sais que je suis en train de me tromper si je trouve ça. Vous comprenez le principe de la ligne d'arrêt? Où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui soit une ligne d'arrêt? Ouais, je dois trouver ce plateau pour aller. Il y a quelque chose à trouver ici. Je vais aller par là en faisant une erreur volontaire. Ça devient très raide. Ma ligne d'arrêt, c'est quand ça commence à devenir très raide. D'accord? Et comme je sais qu'en partant grosso modo dans cette direction, il y a un moment, ça va devenir très raide, je vais buter contre le Mordongo, eh bien, ma ligne d'arrêt, ça sera ça. Vous comprenez la théorie de la ligne d'arrêt? Où je suis une crête, et à un moment, je vais traverser une route. Si j'arrive à la route, je suis trop loin. Ma ligne d'arrêt m'alerte sur le fait que je suis allé trop loin. Vous comprenez tous ça? Donc, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on a une stratégie de progression, et ce que vous devez avoir en tête, c'est en mémoire, c'est si je vois ça, ou si j'arrive à la rivière, ou si j'arrive à l'étang, ou si j'arrive à tel point caractéristique, c'est qu'il y a un problème. Donc, votre ligne d'arrêt, c'est quelque chose qui va vous arrêter dans l'erreur, parce que vous êtes allé trop loin. OK? Après, il y a un élément qui est important, c'est les repères, choix, mémorisation. Et donc, de choisir quels repères sont valides ou non. Parce qu'en fait, quand vous avez une stratégie de progression, je sais pas, vous voulez aller trouver ce col qui est entre les deux sommets derrière l'étang zombie. Alors vous êtes mal parce qu'en fait la carte elle est complètement fausse. Hein. La vraie carte, je l'ai redessinée, j'avais mis une courbe d'orientation, il a fallu que je redessine complètement. C'est tout faux tout ça. En fait, les points, c'est des arbres qui sont importants, mais il y a. Donc si vous voulez trouver ça, votre stratégie de progression, par exemple, ça va être déjà d'abord de trouver l'extrémité de l'étang zombie, par exemple. Au moins, vous savez où vous êtes. D'accord? Donc, pour trouver l'extrémité de l'étang zombie, comment je vais faire? Soit je remonte cette ravine, mais j'en ai pour 4 heures. Soit je pars d'ici, je vais trouver la ravine tonnelle, et je la descends jusqu'à arriver à un endroit très plat où je vais identifier l'étang zombie. Ensuite, je vais aller vers l'est pour trouver la sortie de l'étang zombie. C'est le déversoir de l'étang zombie. D'accord? Je me donne des stratégies et à chaque fois, j'ai un repère bien précis. Je sais ce que je dois trouver. Si je pars de la route, je vais partir de l'endroit où il y a l'épingle. Je vais vérifier que je sois au bon endroit. C'est-à-dire que je ne me trompe pas. S'il y a 2 virages, je ne vais pas me tromper de virage. D'accord? Ensuite, je pars vers l'est, en descendant légèrement. Ma ligne d'arrêt, mon repère, c'est d'arriver à la ravine tonnelle.
Et je sais qu'elle est pérenne parce que je sais qu'il y a plus d'1 km² de bassin versant et je sais que c'est de l'eau qui coule bien. Si j'arrive à une autre petite ravine qui coule un petit peu, c'est pas celle-là. D'accord? Quand j'arrive à cette ravine-là, je continue, soit je la suis, et à un moment, elle va tourner, elle va aller en direction du nord. Je peux éventuellement la suivre un petit peu, aller au bord de l'étang Zombie pour confirmer. Ensuite, je vais partir pour trouver la sortie de l'étang Zombie. Donc, je sais où je suis à chaque fois. Et puis, si je veux trouver ce col, je ne vais pas monter à ce sommet-là. D'accord? Je vais mesurer un peu une distance ici. D'accord? Et ensuite, je vais partir vers l'est. Et mon point de repère, c'est quand ça va commencer à redescendre. OK? Et quand ça commence à descendre, je vais essayer de trouver le fond d'un talweg. Alors, on est d'accord, il y a 3 sommets. Hein? D'accord? Et puis, si ça commence à remonter, c'est que je suis en train de monter en direction du point 466. Et là, je vais partir vers le sud en restant au point le plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me fais un plan de progression où à chaque fois, j'essaye de trouver les repères qui vont être ceux que je vais trouver sur le terrain et qui vont me permettre d'aller vers mon emplacement, vers mon objectif. Ça marche? C'est-à-dire que vous devez choisir des repères qui sont simples et que vous allez pouvoir mémoriser. Un être humain, ça n'arrive pas à retenir plus d'un numéro de téléphone. Hein. C'est très difficile. Donc moi, quand je regarde ma carte, je fais ma stratégie. Ma première chose, c'est de trouver la ravine Tonnelle. Je range la carte, je vais jusqu'à la ravine Tonnelle. Je ressors la carte. D'accord? Je vérifie l'orientation de la ravine Tonnelle, machin, il y a le débit et tout, je sais que c'est là. Et là, je vais partir en suivant la ravine Tonnelle, mais elle doit aller vers le sud-est. Donc, je fais un petit, voilà, je suis d'accord, c'est bien celle-là, elle va vers le sud-est. Je pars vers le sud-est. D'accord? Et au moment où elle se met à tourner, qu'elle repart vers le nord, je sais que je suis là. Je ressors la carte, pourquoi pas? Je sais que je pars vers le nord en suivant la ravine, je vais trouver l'étang Zombie. Ensuite, je sais qu'il faut que je parte vers l'est et que je vais trouver, alors là, ici, c'est le bordel, hein, il y a des mangues, enfin, il y a, hein, d'accord, c'est un peu le bazar. Et je vais essayer de trouver l'attaque de la ravine sèche. Et je vais avoir de la boue jusqu'à la taille, parce que ici, c'est un endroit qui est très humide. OK? Etc., etc. Vous avancez, en fait, il faut sortir la carte très souvent. Vous avez 2-3 petits repères. La stratégie de point à point, c'est ça. J'ai 2-3 repères qui sont valides, qui me permettent d'arriver à un point. Je confirme que je suis bien arrivé à ce point. Tout est là. C'est-à-dire que je suis sûr que je ne me suis pas trompé. D'accord? Et après, je continue. Parce que ce qui peut vous arriver en orientation, c'est que vous faites une petite stratégie, vous vous plantez un peu, et ça ressemble. Vous dites, bon, je suis là. Mais en fait, vous n'êtes pas là. Vous vous êtes trompé. Vous n'êtes pas sur la bonne crête. Vous n'êtes pas au bon col. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et ensuite, vous construisez votre stratégie dans l'erreur. D'accord? Et pour se retrouver, après, ça devient très difficile. OK? Donc, en orientation, en fait, il faut vraiment avoir des confirmations fermes et définitives du fait qu'on est à un endroit bien précis. À partir du moment où vous commencez à vous, entre guillemets, vous perdre, c'est quasiment impossible de se retrouver. Si vous êtes dans le brouillard ou si vous êtes dans une forêt qui est épaisse avec un terrain qui est compliqué, vous êtes en Guyane, il n'y a pas beaucoup de relief, mais en fait, il y a plein de relief, il y a plein de mornes et tout. Vous vous trompez de morne, vous ne savez plus dans lequel vous êtes et tout. Votre GPS, il passe pas, vous êtes perdu. Et vous êtes vraiment perdu. D'accord? La seule solution, ça va être de dire, je vais marcher pendant 3 heures jusqu'à retrouver le fleuve, quoi. Hein, ou 4 heures dans une direction bien précise, je vais tomber, mais je ne saurais toujours pas où je suis, mais je sais que je suis au bord de la rivière. D'accord? Et après, il faudra reconstruire une position. Enfin, en fait, en orientation, on n'a pas le droit de se perdre. Hein, je vous donne l'exemple de randonnée compliquée où on était dans le brouillard pendant 6-7 heures de progression à ski, sans aucune trace, bien sûr, parce qu'on est à ski. Et on était 2 à se concentrer sur la carte. Et en fait, on avançait par morceaux de 30 mètres, 50 mètres. On cherchait une confirmation à chaque fois de là où on était. On n'avait pas le droit d'erreur. Parce qu'en plus, il y avait des problèmes d'avalanche et de raideur. OK? Donc, voilà, ça c'est la stratégie. Maintenant, avec le GPS, on regarde où on est et puis on décide d'une direction. Et puis, bon, a priori, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple. Hein. Ça pose beaucoup moins de problèmes. Abel va prendre. Il nous reste une dizaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un petit peu des exercices. Vous avez tous Géoportail? Ouais? Ça le fait? Alors, vous allez trouver la soufrière de Guadeloupe.
Comme ça, au moins, les Martiniquais, vous ne connaîtrez pas. Vous allez monter au nord de la Soufrière. On va trouver un endroit où il y a vraiment pas de chemin, il y a du Zion. Et je vais vous donner un objectif, un point de départ et un objectif. Un truc pas trop craignos non plus. Voilà, là, ça va être bien. Allez, c'est parti. On est au parking ici de la rivière Corosol, qui est un terminus de route. Vous arrivez à trouver ça? Donc, c'est là où il y a écrit Parc national de la Guadeloupe et qu'il y a la route de la traversée qui traverse la Guadeloupe. Vous zoomez sur la maison de la forêt et il y a un endroit, il y a écrit Corosol, où il y a une petite aire de pique-nique ici. Ça marche? Vous arrivez tous à trouver ça? Et donc, l'idée, c'est d'aller bivouaquer ici, là, dans la rivière Baron, en dessous du point 250. Vous voyez, il y a écrit 250. Et le but du jeu, c'est d'aller dormir ici. C'est une rivière qui coule bien, qui est bien propre. C'est assez plat, il y a la place pour bien bivouaquer. Je le sais parce que j'ai déjà fait. Mais on part d'ici. Et là, donc, ce que vous faites, c'est que, alors, si vous avez un logiciel de cartographie, ben, vous essayez de créer l'itinéraire. Alors, si vous avez CityTrail, ben, vous créez un nouvel itinéraire. Et puis ensuite, on essaye de... Alors, si vous n'avez pas de logiciel de cartographie, vous allez le faire en faisant une capture d'écran. OK? Donc, vous avez ici, dans votre... Si vous êtes sur Windows, hein, vous allez dans... Alors, ici, dans les accessoires Windows, et vous avez un outil capture d'écran. Outil capture d'écran. Vous cliquez dessus. Donc, dans les accessoires Windows, tout le monde a l'outil capture d'écran. Vous cliquez sur Nouvelle capture d'écran. À un moment, ça vous affiche ça, vous faites Nouveau. Et vous allez capturer l'écran ici. Et ensuite, vous prenez le stylet en haut et vous pouvez dessiner. Donc, le point de départ, c'est ici. Le parking. Et le point d'arrivée, c'est ici. On va bivouaquer. Et là, maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de réfléchir à la stratégie. Dans quel ordre on fait les choses? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut être le plus... Alors, il y a plusieurs stratégies pour être sûr d'arriver là-bas. Alors, si vous avez le GPS, c'est sûr que ça va vous aider, mais si vous avez que la carte et la boussole, c'est pas si simple. Excuse-moi, tu as dit où? Parce que je trouve pas là. Je vois pas où on a été lors du truc. Mais pas... Alors, en fait, tu es au niveau de la rivière Corosol. Tu as la route de la traversée de la Guadeloupe. D'accord? Il y a écrit en gros sur la carte Parc national de la Guadeloupe. Et donc, le point de départ, il est au niveau du P de Guadeloupe, là où il y a le parking Corosol. Ça, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, c'est la rivière Baron, ou la ravine Baron, ici, en dessous du point 250. En dessous de la courbe niveau 250. Je veux aller d'ici à là. On fait ça? Alors, ce que vous faites, c'est que vous préparez la randonnée. Vous avez préparé cette randonnée-là. Essayez de voir combien de temps ça va prendre. C'est dans la forêt, donc on avance à grosso modo, quand tout va bien, 1 km/h. C'est pas très raide, donc il n'y a pas beaucoup de falaises, d'endroits dangereux. Et on n'est pas en crue, toutes les rivières se traversent. Et je vous propose cet exercice-là. Et ensuite, je vous enverrai plusieurs possibilités. D'accord? Et puis on en reparlera. Là, on n'aura pas le temps de le faire.
Je vous propose ça comme exercice. Donc, vous êtes avec un groupe, vous avez carte boussole, pas le GPS, vous devez trouver un itinéraire sympa pour aller là-bas, pour passer la nuit et revenir. Et combien de temps ça va prendre? Aussi, essayez de deviner combien de temps ça va vous prendre. Combien de temps il faut prévoir? C'est bon, vous avez bien compris le truc? Donc, si vous avez un logiciel qui permet l'édition d'itinéraire, bah, vous tracez carrément votre itinéraire. Et ce qui serait bien, c'est que vous tapez aussi le texte correspondant à vos repères, les repères que vous allez utiliser pour y aller. Et ensuite, moi, je fais la même chose, je vous envoie ce que j'aurais fait et les différentes possibilités qu'on peut envisager. D'accord? Alors, bien sûr, le but du jeu, c'est pas de faire des détours, c'est d'essayer d'y aller assez rapidement quand même. Sachant que de toute façon, c'est des arbres et de la forêt partout, donc ça ne changera pas grand-chose au niveau du paysage. OK? Je vous propose de faire cet exercice et je vous enverrai une correction. Je vais le faire et puis je commenterai en même temps, comme ça vous aurez une correction type. D'accord? Ok, Alors en fait, ça marche. voilà, vous allez avoir 3 jours de rando. Alors ça c'est quelque chose qui se fait en 2 heures par exemple. Vous allez avoir 3 jours de rando et votre rando, il faut la préparer comme ça, quoi. La stratégie, c'est ça. Comment ça va passer? Où est-ce qu'on va passer? Pourquoi ça va le faire? Pourquoi ça va pas le faire? Et là, vous êtes devant une carte, vous êtes à la maison. Vous connaissez plus ou moins la nature du terrain, les caractéristiques du terrain. C'est des grands arbres. On est à une altitude où c'est à 300 mètres d'altitude en Guadeloupe. On est dans la forêt. On a des arbres qui font 20 mètres en moyenne, hein, des grands arbres. Mais c'est pénétrable, ça avance. Hein. Il n'y a pas de lumière qui arrive au sol et on sait qu'on va pouvoir progresser à 1 km/h. Je vous donne, parce qu'il faut connaître le terrain aussi. D'accord? On est à peu près dans cette situation-là. Et évidemment, au bord des rivières, ben, il y a des endroits un peu verticaux. On ne peut pas descendre partout et tout. Donc voilà, ça ne sera pas toujours si simple que ça. OK? C'est bon pour cet exercice? Et la correction, si on n'a pas le temps de la faire ensemble, moi ce que je ferai, c'est que je vous mettrai, je vais la faire en direct et en commentant l'itinéraire et en donnant les points de repère. Hein, je vous ferai une petite vidéo où je commente. Ça vous permettra de comparer avec ce que vous avez fait. Ça sera peut-être pas exactement la même chose, mais bon, c'est intéressant. Ça marche? On fait une petite pause et ensuite ça sera Abel. Hein? Alors au niveau du lien de la visio, je suis un peu embêté. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment Abel va faire. Peut-être que le mieux, c'est que je laisse ouvert cette réunion et que Abel se connecte sur la réunion. Comme ça, il n'y a pas de souci. On garde le même lien. On essaye de faire ça? Donc là, je ne raccroche pas. J'arrête simplement le partage d'écran et l'enregistrement. Et puis, vous restez connecté sur cette réunion. On se retrouve dans 10 minutes. D'accord? Ça marche? Allez. Donc, Ok, à j'arrête la toutes. présentation. À plus. À plus, à plus.